Des rives de la mer Rouge aux marges de l'Afrique centrale, le Soudan déploie de somptueux décors, riches de multiples communautés qui en ont forgé l'identité au fil d'une histoire mouvementée, passionnante et trop peu connue. Les visages, les cultures, les paysages s'égrènent le long du Nil, axe nourricier qui traverse tout le pays. En pleine résilience après des années de guerre civile, le Soudan s'éveille et révèle aux visiteurs ses trésors enfouis dans le sable de la Nubie, région du Nord longtemps restée dans l'ombre de l'Égypte. L'histoire millénaire de ce pays afro-arabe promet un voyage plein de belles découvertes. Le Soudan du Sud a fait sécession et pris son indépendance de la République du Soudan au nord que l'on visite aujourd'hui. Le Nil blanc et le Nil bleu, les affluents du fleuve mythique, s'y réunissent pour poursuivre leur route jusqu'en Égypte. Dans ces terres désertiques, le Nil est une source d'eau vitale où s'agglomèrent les villages comme Dambo, situés aux abords du lac Nasser. Inas Ralé ajoute une couche de terre au mur de sa maison avant le début de la saison des pluies qui devrait commencer fin mai, si tout va bien. Aujourd'hui, les orages sont de plus en plus rares. Je mets de la terre sur la maison pour la protéger de la pluie. Inas vit avec sa mère et ses enfants, loin de son mari qui travaille en Arabie Saoudite. En plein travaux d'agrandissement, elle peut toutefois compter sur l'aide de son frère, qui habite la maison voisine. Dans ce village, nous travaillons tous dans les champs. Nous sommes agriculteurs. D'ailleurs, les récoltes ont déjà débuté. Le désert s'interrompt aux portes de la maison. Le Soudan est le troisième pays producteur d'or d'Afrique. Mais cette mine bien organisée ne doit pas nous tromper. La plupart de la production aurifère soudanaise est le fait d'humbles miniers isolés qui creusent en dépit des risques. Ce n'est pas facile ici. Regardez, là on a mis un gros rocher pour bloquer l'accès. Tout ce qui va être creusé, gratté, pelleté sera vendu au village voisin, surnommé Gold City. Ces ruelles sentent bon la contrebande. Vivres, eau, essence, on y trouve tout le nécessaire du chercheur d'or. En retrait, à l'abri des regards, des dizaines de personnes tamisent l'eau à la recherche des précieuses pépites. L'or brut voyagera ensuite vers Khartoum ou Dubaï pour être travaillé. Un peu plus au sud, sur les rives du Nil, le temple d'Amon s'érige au cœur de la Nubie, qui était sous l'Antiquité un vaste royaume indépendant. Construit au XIVe siècle avant Jésus-Christ à partir d'un grès trop tendre, l'édifice religieux est vite tombé en ruine. Maher fait brouter ses chèvres aux alentours. Nous sommes devant le temple. C'est ici que j'habite. À gauche, c'est le village d'Adoula, à droite, celui de Soleb. Je suis berger et agriculteur, mes champs sont juste derrière. Et de temps en temps, j'aperçois des touristes qui viennent voir le temple. Les maisons des villages nubiens sont traditionnellement très spacieuses, constituées de grandes pièces où l'on accueille tant les membres de la famille élargie que les invités. Les peintures qui ornent les façades ont bien souvent des connotations religieuses. Dans les champs des environs, la récolte de foule a commencé. Cette fève est l'un des aliments de base du pays.
Pour l'instant, les fèves sont encore vertes. Pas encore assez mûres, mais ça va sécher. Retour au village où les portes des maisons exhibent aussi de belles décorations, composées de motifs géométriques. Dans la rue paisible de Goubat Selim, Mamoun achète quelques tomates à son voisin, qui fait le tour des maisons avec sa petite remorque. La cour centrale de la demeure est balayée chaque soir avec soin. Au petit matin, ses habitants sauront alors si un serpent ou un scorpion s'est faufilé dans la maison durant la nuit. Nos maisons sont construites avec de la terre. L'été, elles restent fraîches. Il ne fait pas chaud. Je n'aime pas les grandes villes comme Khartoum. Ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas calme comme ici. Notre vie ici tourne autour de l'agriculture. Nous ne sommes pas des fonctionnaires. Nous avons notre liberté, mais c'est une vie simple. Joyau du site archéologique de Kerma, l'immense nécropole de la Defoufa reflète le prestige du royaume de Kouch. Excavées grâce aux travaux récents de l'archéologue suisse Charles Bonnet, les statues de la 25e dynastie pharaonique à la tête de l'Empire égyptien, dite des pharaons noirs, y honorent leur origine nubienne. N'en déplaise aux plus arrogants des égyptologues. La troisième cataracte du Nil s'écoule à la lisière de la ville. Ces rapides sont dus à des encombrements rocheux gênant le lit du fleuve. Au nombre de 6, les cataractes peuvent être synonymes d'une navigation pénible et dangereuse. Les pêcheurs des environs en connaissent toutefois les courants et les pièges et n'hésitent pas à lancer leurs filets dans les hauts fonds marins. Non loin de là, dans le village de Kabrinazi, les mères discutent à la sortie de l'école, où règne une joyeuse agitation. Aujourd'hui, ce sont les derniers examens avant les vacances. Les élèves les plus âgés exhibent de magnifiques motifs peints sur la peau. Dans cette maison, Fatma Abdelnour, l'artiste du village, attire chaque jour une large clientèle. Autrefois, les arabesques étaient réalisées à l'aide du henné, mais au fil du temps, la peinture acrylique a pris le relais. Une femme célibataire se contente en principe d'un seul tatouage, quand une femme mariée verra ses 2 mains décorées. Normalement, ce type d'ornement est réservé pour le jour du mariage. Mais nous le faisons parce que l'on aime ça. Le désert occupe la majeure partie du paysage soudanais. Inhabité et hostile à l'ouest, il est traversé au centre du pays par des djebels, ces massifs d'affleurements rocheux. Pierre Jaunet, qui sillonne le désert depuis plusieurs dizaines d'années, a rassemblé ses trouvailles dans son propre musée en plein air, dont il ne peut retrouver l'emplacement exact que grâce à ses coordonnées GPS. Il y regroupe différentes pièces qui servaient jadis à écraser les grains de céréales. De grandes pierres plates accompagnées de meules pour moudre le grain. Tous ces instruments étaient enfouis dans le sable, dans un rayon de quelques kilomètres. C'est un pilon fait à partir de bois fossilisé. De l'Araucaria qui a 2 millions d'années.
c'est des meules qui étaient utilisées pour moudre les grains qu'ils avaient à l'époque, probablement du blé, mais probablement du sorgho, du millet aussi. Ça veut dire qu'il y avait un grand village ici, un village important, où ils faisaient pousser du blé il y a 5000 ans, entre 5000 et 10 000 ans. Et ça veut dire que la totalité du désert était occupée par des gens, était habitée. Nous prenons maintenant la route vers l'ouest, à la rencontre de Zaya Awad, qui nous accueille dans sa demeure spacieuse du village de Berkia. L'entrée offre aux visiteurs des jarres d'eau potable, une tradition nubienne. En plein été, les températures dépassent facilement les 45 degrés. Potière de métier, Zaya a perdu son mari lors des derniers conflits. Elle vit maintenant entourée de ses enfants et de son frère qui habite juste à côté. Comme à son habitude, Zaya prépare du thé et du café pour ses visiteurs du jour, des oncles de la famille. Là, je fais griller des grains de café. Son frère l'aide ensuite à moudre le café. L'atelier de poterie est à l'ombre d'une tente dans la cour arrière de la maison. Zaya y réalise exclusivement ces grandes jarres à eau, que l'on retrouve à l'entrée de chaque village et de chaque maison de la région. Elle trouve la terre en profusion à quelques centaines de mètres de sa maison. Je fais le maximum pour que ce soit esthétique, pour que l'on puisse y mettre de l'eau potable, bien entendu. C'est fait seulement pour de l'eau, pas autre chose. Mais certains l'utilisent pour y mettre des dattes sèches. Je travaille tous les jours, j'en fais 40, 50, voire 60 certains jours. Je suis toute seule à les fabriquer. Zaya prend soin des détails pour obtenir une jarre aussi pratique que décorative. Épis de maïs, morceaux de bois, elle utilise avec imagination tout ce dont elle dispose. Il lui faut ensuite traverser les 100 mètres la séparant du terrain vague qui abrite son four. C'est ici que je fais cuire les jarres. Je les fais cuire pendant 3 jours. Zaya vendra ensuite les jarres sur le marché de Dongola, situé à 20 km de son village. Dans cette région rurale, les plantations de tomates alternent avec les champs de foules, ou encore d'épices. Le cumin de Dongola est un des plus réputés du pays. Sa récolte est assez délicate. Les herbes sèches doivent être battues sans trop de force afin d'en extraire les graines. Ce travail fastidieux demande des heures d'effort pour ne recueillir que quelques centaines de grammes de cumin. À l'approche de Dongola, chef-lieu du nord du Soudan, ce genre de véhicule indique la voie vers l'un des plus grands marchés de dromadaires d'Afrique. Les dromadaires arrivent de la région du Kordofan, dans le centre du pays.
Ils arrivent du Kordofan et aussi du Darfour. Ils arrivent ici dans ces grands camions. Ensuite, avant d'être livrés, ils sont auscultés par les services vétérinaires, on les marque et ils repartent pour la plupart vers l'Égypte. Les marchands passent des heures à négocier ce mets très apprécié. L'époque romantique des grandes caravanes de dromadaires chargées de sel et d'épices qui remontaient vers l'Égypte est en effet révolue. Aujourd'hui, les chameaux ne sont plus élevés que pour leur viande. L'Égypte et l'Arabie saoudite en étant les plus gros consommateurs. Un dromadaire sur ce marché vaut entre 750 et 1000 euros. En longeant la rive est du Nil, nous atteignons le Vieux Dongola, ville déserte et site archéologique dont l'origine remonte au 5e siècle. D'abord simple forteresse, le Vieux Dongola devient une ville importante de la Nubie médiévale et le point de départ des caravanes vers le Darfour et le Kordofan. Elle connaît son apogée au Xe siècle, puis son déclin à partir du XIIIe siècle où elle subit de nombreuses attaques. Aujourd'hui encore, les archéologues ne cessent de découvrir des pans entiers de l'histoire de la ville, où se superposent les vestiges de palais, d'églises et de monastères chrétiens, et la salle du trône des rois de Makurie. À proximité du site, Farouk et sa famille vivent de la pêche et de culture. En ce mois de mars, les eaux du fleuve sont basses et les poissons rares. Farouk n'utilise que rarement son filet de pêche. Oui, il y a des crocodiles. Ici, là, dans l'eau. Son activité se concentre sur cette petite île, oasis improbable aux portes du désert. La terre est ici particulièrement fertile, grâce aux dépôts de limon qui se sont accumulés lors des crues du Nil. Toute la famille est à l'œuvre, en pleine récolte de foules. Naviguer sur ce fleuve demande de la force, mais surtout des années d'expérience. Farouk sait en éviter les courants défavorables. Ouais, même ici, il y a de grands crocodiles. Ouais. Et ils peuvent être très grands. Ouais, vraiment très grands. Mais ils ne sortent pas souvent. Ils viennent du barrage là-bas au-dessus. De ce côté du Nil, le sable se mêle au terreau, bien plus difficile à travailler. De l'autre côté, c'est vraiment un endroit magnifique. Tout pousse facilement, vous l'avez vu. Nos foules sont d'ailleurs très réussies. Ici, il y a beaucoup de cailloux, on ne fait que de l'herbe pour les ânes. Plus loin, dans le village d'Ouad al-Rodar, la famille Al-Bouchara a convié proches et amis à partager un grand petit déjeuner pour célébrer la naissance d'un petit garçon. Dans une maison voisine, Khaled répète les morceaux qu'il jouera durant la fête avec son tambour, un instrument traditionnel. Nous ne jouons pas de cet instrument de la même manière selon que l'on vient du nord ou de l'est du pays. Ça, c'est le style du nord.
Ça, c'était le style du Nord. Le style de l'Est, c'est comme ça. Ouais, je joue surtout pour des mariages. Sinon, je joue selon mon humeur et mes envies. Les Bicharines sont des nomades qui vivent dans le désert de Nubie. Chaque jour, ils s'approvisionnent au puits où s'abreuvent aussi les animaux. De grandes poches en cuir sont descendues au fond du réservoir, puis remontées à l'aide de poulies par des hommes, des ânes ou des dromadaires. La profondeur du puits, cela fait la taille de 25 hommes. C'est très bas en ce moment. Le puits s'enfonce ainsi sur une quarantaine de mètres. Je viens d'Amberish à côté. Je viens chercher de l'eau tous les jours. Les bêtes doivent boire tous les jours. J'ai aussi des vaches. Les dromadaires doivent boire aussi tous les jours. En mars, sous 37 degrés, la chaleur est encore acceptable. Mais dès la fin du mois suivant, la température dépassera facilement les 45 degrés. Avant l'arrivée des bidons en plastique, les nomades transportaient l'eau dans ces panses en cuir de dromadaire. L'opération est très organisée. Chaque troupeau doit attendre son tour. Les animaux ne se mélangent pas. Plus à l'est, le village de Fatnia est en effervescence. On fête le mariage d'Ahmed. Les hommes qui viennent de partager le petit déjeuner passeront la journée entre eux jusqu'à la grande cérémonie qui ne débutera qu'à la tombée de la nuit. Du haut de ses 17 ans, Ahmed Tayeb sera célébré toute la journée par ses pairs. Les aînés et les enfants réunis dansent l'Arda, typique des peuples nubiens. Le saut en face à face symbolise leur fierté et leur dignité. Les mains d'Ahmed ont été décorées au henné, comme le seront ce soir les mains de sa promise. Pour le moment, les femmes se tiennent à l'écart. Elles ne rejoindront la fête qu'en fin de journée à l'arrivée de la mariée. Nous poursuivons notre route pour explorer la 4e cataracte du Nil, près de la ville de Karima. Bien que ce soit la saison sèche, le fleuve est beaucoup plus actif dans cette région. Un chapelet d'îles s'étale sur une trentaine de kilomètres le long du fleuve, où des pompes fonctionnent en permanence pour assurer l'irrigation des cultures.
Le cours du Nil est encombré de grandes formations de granit qui rendaient encore récemment la circulation en bateau impossible. Inauguré en 2009, le barrage de Meroui permet une navigation plus paisible. Mais ses effets négatifs sur l'environnement suscitent toujours la polémique. Aujourd'hui, les cataractes n'ont pas disparu, mais elles sont bien moins tumultueuses. En revanche, lorsque les crues sont abondantes, le niveau de l'eau monte sur plusieurs mètres, rendant le fleuve très dangereux. Les îles d'alentour abritent des cultures de fruits et légumes. Habitée par une centaine de personnes, Annès est parmi les plus grandes. La population insulaire y vit en quasi-autonomie alimentaire. Aucun pont, aucune voiture, aucun véhicule agricole n'y a sa place. Les rares transports se font au moyen de barques. Ces champs d'oignons en fleurs seront bientôt récoltés et leurs graines replantées. Les maisons de la famille Aziz sont perchées sur le plus haut plateau de l'île. En plein agrandissement de l'aile d'un bâtiment, les hommes profitent de la pause du petit déjeuner. Au mois d'août, pendant les crues, le Nil peut monter très haut. À partir du 15 septembre, il commence à redescendre à un niveau similaire à celui que nous avons actuellement. Parfois, au mois d'août, nous avons des problèmes. L'eau monte plus que d'habitude. Il arrive alors que nous soyons inondés. Nous surveillons de très près alors l'évolution pour que nos maisons ne soient pas emportées. Malgré ces contraintes, toute la famille a le sentiment de vivre dans un lieu privilégié. J'habite sur l'île depuis 18 ans, je suis là depuis que je suis enfant. Ici c'est calme, on vit bien, ce n'est pas comme en ville. Ces rochers tourmentés sont l'œuvre saisissante du courant lors des grandes crues, ce qui donne une idée de la puissance de l'eau. Nous approchons de la ville de Karima, repérable de loin grâce à la silhouette de la montagne sacrée, le Djebel Barkal. Le site de Napata, l'ancienne capitale du royaume de Kouch, est le berceau de la 25e dynastie des pharaons. Ces rois nubiens qui régnaient sur l'empire égyptien étaient des adorateurs du dieu Amon et voyaient en cette montagne pure sa demeure. Au pied du massif s'étendent les vestiges du temple qui lui fut dédié. De grandes palmeraies bordent les rives du Nil, où l'on cultive des dattes et des céréales. Trop proches du fleuve, ces parcelles ne peuvent accueillir d'habitations qui risqueraient d'être inondées. À l'abri du désert qui n'est pourtant pas loin, ces véritables oasis préservent des modes de culture rudimentaires. À la sortie de la ville, Kader vient de finir la cuisson de ses briques, fabriquées à partir de l'argile du fleuve, puis cuites au bois de Nîmes. Il y a environ 100 000 briques par cuisson. Il faut enlever ensuite toutes celles qui cassent. Nous sommes à 1 ou 2 kilomètres du Nil seulement. Alimenté depuis 4 jours, le four est brûlant. Il faut l'ouvrir progressivement. Le foyer se situe à la base de l'édifice, soigneusement calfeutré.
À quelques kilomètres de Karima, la nécropole de Nouri est remarquablement conservée, malgré les assauts du sable. Taharqa, le 5e souverain de Napata, y fit construire sa pyramide, inaugurant ainsi une nouvelle crypte royale. Tout près, le site d'El Kourour renferme aussi une immense nécropole édifiée à l'avènement des pharaons noirs, mais que Taharqa préféra bouder. Cette dynastie emprunta aux Égyptiens leur rituel funéraire et la forme pyramidale de leurs tombeaux. Les murs blanchis puis décorés en aplats de peinture de la tombe de Tanoutamon ont été préservés par le temps, bien que les grandes crues du Nil en aient fait disparaître certaines couleurs. Passer d'une rive à l'autre du Nil n'est pas chose facile. En l'absence de pont, la circulation se fait au moyen de ces grands bacs, appelés pantoms. Mais la traversée demande de la patience. Aux nombreuses pannes s'allie l'absence d'horaire. Les bacs partent à la bonne humeur du capitaine. L'optimisme est alors de rigueur, tant la flottabilité de ces engins pose question. En poursuivant le long de la route fluviale vers l'est, nous découvrons des paysages verdoyants, tels que ces jardins gorgés d'oranges et de pamplemousses. Les cultures de céréales y sont aussi bien plus vastes. Outil maître du travail des champs, la houe est depuis toujours utilisée dans cette région. Elle sert tant à entretenir les canaux d'irrigation qu'à planter ou élaguer les parcelles. Ici, on cultive la canne à sucre, le blé, le maïs et le sorgho. Mahmoud récolte de l'herbe de 70 jours, qui, comme son nom l'indique, pousse en à peine plus de 2 mois et sera destinée à nourrir le bétail. Contrairement aux dromadaires à l'exportation, chèvres et moutons sont élevés pour une consommation locale. Irriguée par le Nil, la terre est d'une telle qualité qu'un peu de patience suffit à tout faire pousser, sans recours aux machines. L'agriculture représente 60% des exportations du pays. Un miracle quotidien au regard de la place occupée par le désert au Soudan. Après avoir traversé les dunes de Bayouda, le Nil dessine une boucle vers le nord et nous laisse à notre découverte de Méroé. Cette cité antique de Nubie fut la capitale d'un royaume tardif qui connut son âge d'or au 1er siècle avant Jésus-Christ. Connu pour ses nécropoles pyramidales à forte pente, le site n'a été découvert qu'en 1822 lors d'une expédition française. En 1834, ses trésors furent pillés par un aventurier italien.
qui les catalogua avant de les vendre à de grandes figures allemandes de l'époque. Aujourd'hui, la restauration du site est justement le fait d'une équipe allemande qui travaille à sa préservation, mais également à la découverte de ses secrets et à l'élucidation de ses mystères. Six semaines de campement dans le désert, puis les archéologues seront relevés par une nouvelle équipe. Au sud des fouilles, le bourg de Shendi est la plateforme régionale de vente des produits les plus divers. On se rend dans ce bazar pour vendre sa chèvre, aussi bien que pour faire moudre sa petite production de céréales. Les artisans travaillent sous les arcades, à l'abri du soleil. Le service du thé est un tableau immanquable des villages soudanais. C'est l'occasion de s'échanger les dernières informations dans une ambiance conviviale. Gros consommateur, le pays ne produit pourtant pas de thé, mais l'importe de l'Assam, en Inde. Ces gombos déshydratés viendront agrémenter des salades. À voir la variété sur les étals de fruits, on ne doute plus de la fertilité des rives du Nil. La voiture est ici un luxe. Pour circuler, on lui préfère le tuk-tuk ou les carrioles, bien plus économiques. Le Soudan a hérité de son histoire un fond culturel très matriarcal, qui puise ses origines dans le royaume de Kouch, dont les reines et princesses qui régnaient sur le pays étaient surnommées les Kandakas. Aujourd'hui, les femmes sont moins visibles dans la vie politique, mais elles jouent encore un rôle majeur dans l'organisation des villages et de leurs familles, dont elles gèrent le foyer. La préparation et la vente du thé et du café sont aussi des spécialités féminines. Bien dosés, les ingrédients dégagent de forts arômes, où s'entremêlent les effluves épicés de menthe fraîche, gingembre, cannelle ou cardamome. Dans un espace minuscule, les vendeuses font des miracles. Après le marché, on s'entasse dans les transports en commun bondés pour rejoindre les villages des environs. À 50 km à l'est du Nil, le site de Naga est une pure merveille surgissant du désert. Étape sur le chemin de l'Orient, la cité avait une importance stratégique et fut l'un des centres du royaume de Méroé, alors véritable pont entre le monde méditerranéen et l'Afrique. Au centre du site se trouve un puits particulièrement profond. Ahmed et ses enfants, qui vivent à proximité, viennent chaque jour y désaltérer leur bétail. Une tâche longue et harassante.
Un premier bassin permet d'alimenter les abreuvoirs. Lorsque l'on voit la distance parcourue par l'âne pour remonter la poche de cuir, on en mesure mieux la profondeur. Je dois remonter l'eau environ 50 fois par jour. Le puits fait 80 mètres de profondeur. Ouais, j'ai 3 enfants. J'ai un fils et 2 filles. Après ces longs efforts, les vaches ont enfin l'autorisation d'aller boire. Édifié face au puits, le temple d'Amon et son allée des béliers est le sanctuaire le plus important de la ville. Encore dissimulé sous les débris et le sable il y a seulement 15 ans, il reflète pourtant la richesse culturelle de Naga, qui entre 200 avant Jésus-Christ et 250 après Jésus-Christ réunit les styles architecturaux égyptiens, hellénistiques et africains. À 20 km au nord, le complexe de Moussawarat remonte quant à lui au début de la période méroïtique, c'est-à-dire au IIIe siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, le site cumulait plusieurs fonctions. Lieu de négoce des défenses d'éléphants, il est aussi le centre de pèlerinage des populations de la vallée et des rives de l'Atbara, qui mettaient à l'honneur le dieu éléphant et le dieu lion. Il abritait enfin une résidence royale, où étaient célébrées les noces sacrées du souverain et son épouse. Notre civilisation est plus ancienne que celle de l'Égypte. Le roi Anarkami, qui a construit ce temple du lion, est représenté partout ici. C'était avant Méroé, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ancienne capitale du Soudan détrônée par Khartoum, la ville d'Omdurman, logée sur la rive opposée du Nil, lui en dispute l'influence. À l'approche de ces deux agglomérations, les routes se font plus larges, mais leurs trottoirs débordent de vie, tout près des voitures de plus en plus nombreuses. Le pain est l'aliment de base du pays, où il n'est toutefois pas toujours facile d'acquérir de la farine, soumise aux aléas économiques. Alors, quand ces petites boulangeries allument leur four, on n'hésite pas à faire la queue pour y acheter des galettes par dizaines. Sur ce vaste parking, on assiste avec étonnement à la fabrication de l'huile de sésame, très prisée dans la cuisine locale. Au centre, la presse en rotation écrase le grain, grâce aux efforts du dromadaire. À première vue, ce souk d'Omdurman donne l'impression d'un grand chaos. Pourtant, les stands y sont très bien organisés. Chaque vendeur conserve une place attitrée, les badauds n'ont qu'à suivre un chemin balisé. Très appréciés, ces copeaux de bois de santal et d'acacia enduits de fragrances chimiques sont une alternative à l'encens naturel, souvent trop cher. Ils diffuseront des parfums envoûtants une fois placés dans le brasero. Fortes de 2,5 millions d'habitants, les deux villes principales du pays assimilent un retour progressif vers une stabilité politique. En attendant leur relance économique, c'est le règne de la débrouille qui prévaut.
Le samedi, à Omdurman, on se retrouve volontiers dans une arène en plein air du quartier nord pour assister aux rencontres de lutte nubienne. La présentation des athlètes est entourée de provocations qui font partie du folklore. Le principe est simple, envoyer son adversaire à terre, dos contre sol. Pour exprimer sa satisfaction après un beau combat, le public est invité à coller des billets de banque sur le front du vainqueur. Antérieurs à la lutte grecque, ces tournois remonteraient à plus de 3000 ans. Leur tradition aurait été instaurée par les archers nubiens, des guerriers enrôlés par les armées égyptiennes. Aujourd'hui, la lutte est surtout pratiquée par les Noubas, dans la région du Kordofan. Dans les villages, les rencontres commencent traditionnellement sous l'injonction du Conseil des Anciens, après la première moisson qui a lieu en novembre ou en décembre, pour se terminer à la fin du mois de mars. Les bonnes années, les matchs peuvent être quotidiens et la lutte est alors considérée comme une cérémonie célébrant une récolte généreuse. Dans le grand bazar très animé d'Omdurman, les espaces sont savamment quadrillés pour distinguer les denrées alimentaires des biens d'équipement. Ici, on raffole des fleurs d'hibiscus séchées que l'on fait infuser pour préparer le karkadé, une boisson sucrée très populaire. Contrairement aux pratiques de leurs voisins du Maghreb, les Soudanais préfèrent consommer les dattes sèches. Les arômes qui se dégagent du rayon des épices vous font voyager de l'Inde à l'autre bout de l'Afrique. Sur les étals du poissonnier, la pêche en provenance du Nil et de la mer Rouge est boucanée dans le sel ou conservée dans des sauces pimentées. Derrière le stand du primeur, on vend à la pièce des galettes à base de farine de blé ou de teff, comme cette savoureuse crêpe éthiopienne, l'injera. Dans le centre-ville de Khartoum, l'or extrait dans le nord du pays est façonné en colliers, chaînettes et bracelets. Selon la coutume soudanaise, le jour de son mariage, une femme doit porter de l'or. Une aubaine pour tous les commerçants de la place. Aujourd'hui, une bonne partie des bijoux sont fabriqués à Dubaï, mais la production locale n'a pas dit son dernier mot. Dans les arrière-boutiques en plein air, d'anciennes bagues se voient refondues en boucles d'oreilles. Le petit atelier d'Omar Moubza est spécialisé dans les alliances. L'or vient du nord du Soudan, à Chamalia. Je l'achète ici dans ce quartier et ensuite je le travaille. Lorsqu'une femme va se marier, son futur mari doit bien sûr acheter des alliances, mais aussi des boucles d'oreilles, des colliers, tout ça en or. C'est une obligation pour le mari. Il doit aussi acheter des bracelets. Même en pleine agglomération de Khartoum, les rives du Nil restent très fécondes. Les cultivateurs en ont d'ailleurs toujours exploité les moindres parcelles, en particulier pendant les années de trouble. Leur offre est abondante et de qualité.
C'est au cœur de la capitale que se rejoignent le Nil blanc à droite, qui arrive d'Ouganda, et le Nil bleu à gauche, qui provient d'Éthiopie. En période de crue, le contraste entre les affluents est encore plus important. En plein centre, l'île de Touti offre aux flâneurs un espace de liberté inattendu. En saison sèche, les bancs de sable sont plus marqués encore et dessinent une longue plage où les enfants jouent et les adultes se promènent. De petites échoppes improvisées louent des chaises et proposent du thé. C'est sur ces images rafraîchissantes que nous laissons le Soudan s'endormir paisiblement. Ces paysages saisissants, ces temples et ces cités chargées d'histoire, mais aussi son peuple et les traditions qui l'animent, nous invitent déjà à renouveler l'immersion.